de suite rejoindre Bertrand Honnet à La Réunion, en direct. Vous nous entendez, Bertrand ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à Parfait. tous. La connexion est faite. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi. Donc, Philippe Calcagno l'a abordé. Vous avez mené un projet tout à fait remarquable à La Réunion sur justement les transferts des eaux et avec des principes très particuliers. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors peut-être juste avant de parler du projet, je vais parler du contexte du projet parce que c'est quand même assez emblématique de l'île de La Réunion. C'est un projet qui remonte aux années 80. Donc l'idée étant comme le disait Philippe, de transférer de l'eau depuis l'est de La Réunion qui est très pluvieuse vers l'ouest de La Réunion par un système de différentes galeries. Donc ça a été initié dans les années 80. Différentes galeries ont été réalisées, donc ça a duré plusieurs décennies. Et il se trouve qu'en 2001, une des galeries, quasiment la dernière galerie qui devait être creusée, a rencontré une venue d'eau très très importante et qui a engendré un arrêt de chantier de près de 4 ans. Donc quelque chose qui a été assez lourd de conséquences au niveau économique. Et puis aussi en termes scientifiques, on s'est demandé pourquoi sur ce secteur en particulier, on a eu des venues d'eau très importantes. Et d'ailleurs, pour ne plus être confronté à ce problème, le département fait appel au BRGM pour lancer de nouveaux projets, de nouveaux travaux ? Oui, tout à fait. Effectivement, parce que il y a un projet de nouvelle galerie qui est désormais, je dirais, dans les dossiers du BRGM. Et il se trouve que cette nouvelle galerie est juste à côté de cette venue d'eau très importante. Donc la question qui est posée par le département et par l'Office de l'eau de La Réunion, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on risque de se retrouver confronté à une énorme venue d'eau souterraine pour cette nouvelle galerie. Donc on est clairement dans un cadre d'appui aux politiques publiques avec une question qui est particulièrement prégnante pour le département et l'Office de l'eau, et puis une réponse scientifique qui est particulièrement complexe parce qu'on doit imager le sous-sol après 1000 mètres de profondeur et il est hors de question de pouvoir réaliser des sondages et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un challenge pour pouvoir avoir une image en 3 dimensions du sous-sol et éviter cette nouvelle venue d'eau. Avec un procédé très innovant dont vous allez nous parler. Effectivement, alors là, on a mis en œuvre quelque chose, c'est une première au BRGM, donc c'était d'avoir une imagerie en 3 dimensions à plus de 1000 mètres de profondeur. Alors, dans un premier temps, on a récupéré des données de 2014. Il faut savoir que La Réunion, comme les autres DOM, ont été survolés par un levé géophysique héliporté. Donc, c'est ce levé géophysique héliporté, en quelques mots, c'est un hélicoptère qui vole le long de lignes nord-sud, est-ouest, et qui va envoyer un courant électrique dans le sous-sol. Le sous-sol va réagir, les particules du sous-sol vont être excitées, entre guillemets, et nous, on va enregistrer la réponse du sous-sol. Donc, on va savoir s'il y a plus d'argile, si on est plutôt sur de la roche massive. Et donc, ça va nous permettre d'en déduire une structure, d'abord un modèle géophysique. Donc, c'est pas exactement ce qu'on voit, c'était les coupes qu'on voyait sur l'écran là qui défilaient. Et ensuite, on va pouvoir construire un modèle géologique. Donc, c'est vraiment une première au BRGM d'avoir une imagerie si profonde. Donc, j'ai dit qu'il y avait eu un levé en 2014 qui descendait jusqu'à 300-400 mètres. Et ensuite, on a fait un nouveau levé en 2021 où là, l'objectif était de descendre jusqu'à 1000 mètres, ce qui était un challenge, et on a pu avoir une imagerie à près de 1000 mètres. Et donc finalement, là où on fait aussi le lien avec le programme Datanum, c'est qu'on on va concaténer toutes ces données depuis l'approche surface. On a de la donnée acquise en 2014 à 300-400 mètres, et puis une donnée beaucoup plus profonde qui a été acquise jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Donc, toutes ces données ont été concaténées dans un bloc de 3D. Quand vous dites concaténées, c'est qu'elles sont... Pardon, quand vous dites concaténées, elles sont mises ensemble toutes ces données. On a compilé toutes ces données, on les a modélisées pour obtenir d'abord un modèle géologique. Et ensuite, ce modèle géologique, on a fait, entre guillemets, couler de l'eau dedans. On a regardé comment circulait l'eau. Et on a fait un procédé itératif, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment des échanges entre géologues, hydrogéologues et géophysiciens pour obtenir un modèle le plus précis possible avec des allers-retours, sachant qu'on avait peu de données de calibration. Et donc, finalement, les connaissances hydrogéologiques ont permis d'alimenter les modélisations géophysiques. Et donc, ça nous a permis d'avoir un modèle qui est désormais assez robuste. Robuste et fiable et qui vont permettre de justement lancer les travaux de ces nouvelles galeries. Et est-ce que ce projet est terminé ? Alors, effectivement, là, on arrive vraiment en fin de projet. On va rendre le rapport d'ici peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est opérationnel. Donc, on est parti vraiment d'une question scientifique et on arrive en fin de projet, une sorte de continuum avec quelque chose qui est très opérationnel, avec
c'est pas livre département, c'est directement livre. Enfin, c'est d'abord livre département et ensuite à la maîtrise d'œuvre, qui a une cartographie des risques hydrogéologiques et puis une estimation des débits qui sont potentiellement mobilisables en cas de pour le creusement de la nouvelle galerie. Donc différents scénarios de risques et quelque chose qui est très très opérationnel. Donc il nous reste également à publier ça. Donc on espère pouvoir publier aussi ces résultats. Vous savez à peu près quand, non ? Alors pour le rapport, c'est à court terme. Les résultats, ça va venir, on espère, dans les mois à venir. D'accord. Merci beaucoup et bravo pour toutes ces réalisations. Je reviens sur le plateau orléanais. Jean-Baptiste Reconcourt, bonjour. Vous allez nous présenter, vous, les plateformes numériques dont nous parlait tout à l'heure Mathieu Harrison. Oui, alors tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme numérique d'abord ? Parce que ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça. Alors, pour reprendre un petit peu l'analogie de l'iceberg, une plateforme numérique, on va dire que c'est un site web, même si ça cache toute une complexité qu'il y a derrière. Donc, au sein du BRGM, on va travailler sur tout un tas de plateformes numériques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de EPOS et Vigirisk. Alors, EPOS, tout d'abord. EPOS, ça regroupe en fait ça met en relation toutes les données relatives aux sciences de la Terre. On va retrouver des données de séisme, des données sur la vulcanologie, les volcans, donc, les ressources minières. On peut voir un peu EPOS comme une sorte de Google de la donnée scientifique. En fait, reprend toute la donnée existante. Voilà. Donc, on va parler de l'Europe, mais comme on parle de l'Europe, on parle également de la France. Et donc, à ce titre, les DROM sont également concernés. Donc, EPOS est opérationnel depuis 2021. Et cette année, il va subir une grosse refonte sur son contenu et également sur son ergonomie, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a des modifications dans l'usage de ce site web-là. L'intérêt, en fait, derrière cette plateforme, c'est bien, en fait, de pouvoir récupérer toute cette donnée scientifique qui a pris du temps, en fait, à être créée, à être stockée, et de la mettre à disposition, donc des scientifiques, du grand public, mais également des décideurs politiques. Vous parliez de Vigirisk, c'en est l'illustration. Alors, effectivement, on a également Vigirisk qui va se nourrir des données d'EPOS, mais d'abord, au niveau d'EPOS, il y a une certaine complexité, puisque les données concernent différents métiers et sont assez hétérogènes. Donc, l'idée derrière la plateforme EPOS, c'est un petit peu comme si je vous demandais de construire un ordinateur. Vous avez une carte graphique, vous avez un boîtier, un écran, je vous donne du cuivre et un fer à souder et débrouillez-vous avec ça. Ça paraît assez complexe. J'y arriverai pas. Voilà. Donc l'idée derrière EPOS, c'est qu'en fait, on va faciliter aussi cette capacité à croiser les données pour apporter et améliorer la connaissance scientifique. Et donc pour venir à Vigirisk, en fait, s'appuie sur des données scientifiques, les compétences de nos scientifiques également pour apporter des traitements sur ces données qui sont présentes avec énormément de volumétrie, afin d'aider et d'apporter des décisions et d'aider nos décideurs des collectivités territoriales. Donc, par rapport à ça, un exemple assez simple. Si je m'intéresse à quelle tenue je vais porter demain et quelles chaussures je vais porter demain, je vais m'intéresser à la météo. Je vais me demander quelles vont être les précipitations, où est-ce que je vais me localiser à ce moment-là, à quelle heure, quelle va être la nature du sol sur lequel en fait, je vais marcher. Est-ce que ça va être du bitume, est-ce que ça va être de la pierre, est-ce que ça va être de la terre? Et du coup, en fonction de ces informations-là, je vais être en mesure de me dire est-ce que c'est des bottes, est-ce que mes mocassins suffiront, ou est-ce qu'il faut que je prenne mes chaussures de randonnée. Et donc, du coup, Vigirisk, en fait, pour reprendre cette analogie-là, dans l'idée, c'est de la même manière, je vais m'intéresser à une localisation. Par exemple, est-ce que cette route dans les Cévennes, qui a des pierres à proximité, et cet ouvrage que j'ai mis, ce grillage que j'ai mis pour protéger, est-ce qu'il a besoin d'être renforcé ou non? Donc je vais regarder du coup les précipitations sur une plus grande durée de temps. Je vais m'intéresser également à la nature de la roche. Donc c'est des informations que je peux récupérer dans EPOS, justement. Et puis par rapport à ça, je vais regarder également l'ouvrage. Suite à quoi, en fait, on va être en mesure de se dire c'est quoi le risque et c'est quoi le conseil qu'on peut donner en fait aux collectivités territoriales par rapport à est-ce qu'il faut que je renforce ou non cet ouvrage qui protège ma route. Donc en fait, on voit bien qu'avec les plateformes numériques et grâce aux données des scientifiques qui sont comme le carburant, sans données, on ne peut pas faire grand-chose. Donc du coup, grâce aux données des scientifiques,
qu'on va pouvoir croiser, qu'on va pouvoir ingérer dans des plateformes et apporter de la science et de la compétence scientifique dessus, on va être en mesure de répondre à des questions du risque quotidien de tout à chacun. Et ça simplifie du coup la prise de décision derrière. Exactement. Vraiment, nos scientifiques en fait viennent, interprètent grâce à leurs outils et leurs compétences, afin en fait d'abstraire toute cette complexité d'agrégation de la donnée et de traitement de la donnée pour donner des réponses dans les politiques. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut collecter de la donnée et avoir un travail en amont assez important, et c'est ce que va nous expliquer tout de suite Sylvain Grelet. Bonjour Sylvain. Donc ce gros travail de production et la gestion des données va permettre de mettre en place des standards. Tout à fait. Alors je vais reprendre un peu ce que disait Jean-Baptiste juste avant. Les plus belles plateformes du monde, s'il n'y a pas de données dedans, c'est comme une voiture avec un super moteur, sans énergie, sans carburant, sans électricité. Donc les données sont au cœur du sujet. Alors je vais essayer d'utiliser moi aussi une métaphore pour expliquer le cœur de mon métier, qu'on a résumé dans quelques dessins qui sont présents à l'écran. Nos collègues métiers, il y a énormément d'études qui prouvent qu'ils consomment énormément de temps, mais ce n'est pas de leur faute, à chercher les données d'autres partenaires et à les comprendre avant de les utiliser. Et si on reste sur cette image-là, le cœur de mon métier, il est sur compresser les 2 premières images pour que mes collègues métiers fassent leur travail. Donc la métaphore que je voulais utiliser, c'était rester sur ce que disait Jean-Baptiste sur les ordinateurs. Maintenant, en 2022, vous prenez votre ordinateur portable, vous voulez y connecter un nouveau périphérique, une souris, une imprimante, ça se fait en quelques secondes parce que tout se passe en tâche de fond pour vous. Pour l'avoir vécu, ce plug and play dans les années 90, quand j'étais encore adolescent, c'était plutôt plug, jouer pendant 4 à 5 heures avec du matériel des librairies et à un moment, avoir l'occasion de jouer avec. Et nous, ce qu'on veut faire avec les données, c'est la même chose. Donc en fait, il y a une chance qu'on a sur les données, c'est que ça fait à peu près 2 décennies qu'on a des organismes, des groupes de personnes dont le BRGM fait partie qui travaillent à structurer l'information, à dire comment on va décrire une entité hydrogéologique, comment on va décrire un échantillon de roche. Donc ça, c'est une chance, on n'a pas une feuille blanche. Le deuxième point que je pense qu'il est important de rappeler dans un organisme de recherche, c'est qu'il ne se passe pas une journée où on n'entend pas parler des effets du changement climatique. On parle de crise sanitaire, on passe de crise financière. Donc les établissements ont plus le luxe de réinventer l'eau chaude chacun dans leur coin avant d'échanger de la donnée. Et on peut se baser sur l'expertise des groupes que je mentionnais tout à l'heure et avoir des données qui circulent plus librement, plus facilement entre acteurs, entre plateformes, dans les plateformes. Et ça, c'est grâce au terme d'interopérabilité qu'on entend beaucoup, que l'on voit beaucoup dans les rapports que l'on produit. Donc des standards qui sont mis en place avec une évolution de plusieurs, en lien avec l'observation de l'environnement, vous en parliez, oui. Et de l'hydrologie. Oui, tout à fait. Alors, en 2021, la 2021 était une année particulièrement active. On a vu la presque dernière étape d'un voyage qui a commencé en 2019 sur la révision du standard international qui permet de d'écrire et structurer les observations, les échantillons. Il est utilisé dans des plateformes environnementales, mais dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'environnement. C'est un standard ISO, donc il est vraiment utilisé autour de la planète. Et là, on l'a soumis en draft, c'est un état de livraison, à l'ISO, et on espère pouvoir l'avoir enfin tamponné cette année pour... Tamponné, c'est-à-dire qu'il sera... certifié et utilisable et recommandé dans tous les métiers, dans toutes les plateformes scientifiques, informatiques, etc. Là, dans le deuxième standard sur lequel nous avons beaucoup travaillé en 2021, s'appelle Groundwater ML2. Alors, le BRGM fait partie des initiateurs de ce standard. Il sert à décrire les ressources hydrogéologiques du sous-sol. Et donc, les standards, il faut voir aussi qu'ils s'enrichissent du fait de leur utilisation. Et on a rapporté un certain nombre de retours terrain, j'aurais envie de dire, d'utilisation de ce standard, entre autres dans la communauté géologie d'EPOS dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure. Et donc, on a enrichi ce standard de l'expérience du terrain. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est la nouvelle API, alors c'est peut-être un peu un mot valise, outil informatique pour que des serveurs puissent exposer des données d'observation, donc nouvelle API internationale d'exposition d'observation qui s'appelle SensorSync API. Là aussi, de par les tests que l'on fait avec le BRGM sur des données BRGM, mais aussi avec le PolInsight que l'on a conjointement au FB BRGM sur des données d'eau de surface, par exemple la banque qualité des eaux de surface, on a utilisé ce standard, on l'a poussé dans ses limites et on l'a fait évoluer. Donc ça, c'était l'activité majeure. Et donc des standards qui seront utilisables par tout le monde. Oui, tout à fait. Et sous réserve d'avoir une réglementation. Alors, pas forcément sous réserve, on essaie aussi de pousser des communautés de bonnes pratiques, mais il faut savoir qu'étant donné qu'on est en Europe, on a tout un cadre réglementaire qui existe autour de nous, autour de l'open science, autour de la directive Inspire, autour de l'open data. Et quand on a fait évoluer, par exemple,
SensorSync API. On l'a fait conjointement avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne qui est en charge de la vie de la directive Inspire, pour également avoir un autre tampon, cette fois-ci côté Inspire, pour recommander à tout le monde, si vous l'utilisez, vous êtes dans les bons rails et du coup les flux de données sont interopérables et plus fluides entre organismes. Merci beaucoup. De rien. Merci de l'effort de vulgarisation. C'est un sujet complexe, pas toujours facile à comprendre quand on n'est pas spécialiste comme vous l'êtes. Mais en tout cas, merci de cet effort. Et bravo aussi pour toutes ces avancées. Messieurs, merci beaucoup.